Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Paris est à vous, l'émission qui vous amène Paris sur un plateau. Et tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Cohen. Bonjour. Bonjour. Nutritionniste, vous venez de sortir un nouvel ouvrage, Les nouvelles religions alimentaires, chez Flammarion. Manger mieux, vivre longtemps, aimer plus fort. Ça, c'est un beau programme. Alors, c'est quoi ces nouvelles religions alimentaires? C'est justement ce qu'on observe à l'heure actuelle. Ça veut dire des gens qui arrêtent de manger du pain, des pâtes, parce qu'ils disent être intolérants au gluten, sans être vraiment démontrés être intolérants au gluten. D'autres qui disent j'ai mal au dos, j'ai mal dans les articulations, donc j'arrête le lait, ou alors j'ai des boutons, donc j'arrête le lait. D'autres qui disent je mange végétarien, certains pour la santé, d'autres pour la protection animale. Enfin, des catégories un peu pittoresques comme ceux qui décident de manger crudivore, fructivore, etc. Et comment vous expliquez cette multiplication des régimes? Alors déjà, en 2008, je crois seul un tiers des régimes suivis par les Français étaient faits pour maigrir. Donc on est bien dans cette idée-là, dans tout ce qui fait pas forcément maigrir, mais qui a priori fait aller mieux. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Ça démarre à partir des régimes amaigrissants. Ça veut dire que on a mis une telle pression sur le facteur obésité que les gens se sont dit il faut absolument qu'on maigrisse, certains sans en avoir besoin, et la notion de régime a pris de l'ampleur. Et puis au-delà de cette notion de régime, on s'est rendu compte que l'alimentation a été le vecteur de la santé, et on a commencé à construire des modèles alimentaires. Alors il y a eu ceux qui étaient gouvernementaux, publics, que le public n'a pas très bien compris d'ailleurs, et puis se sont infiltrés derrière ça tout un tas de gens qui avaient des opinions, qui n'avaient pas de démonstration scientifique, mais qui avaient des opinions. Et ces opinions, elles ont fait foison. Ça veut dire qu'elles se sont propagées au travers d'une parole magique. Je vais mieux parce que je fais ça, donc mon voisin ira mieux, etc., etc. Mais en fait, il n'y avait pas de fondement scientifique à tout ça. Là, le problème que ça nous pose, c'est est-ce que ça ne va pas décaler les comportements alimentaires au point de poser des problèmes qui n'en étaient pas? Mais vous mettez tout dans le même panier, vous dites qu'il n'y a pas de démonstration scientifique. Non. Ah bon, quand même, on va voir. Non. Pour les végétariens, par exemple, on peut presque se questionner de savoir s'ils n'ont pas raison, puisqu'on a démontré que leur espérance de vie était supérieure aux autres. Mais est-ce qu'elle est supérieure parce qu'ils sont végétariens ou simplement parce qu'ils ont un modèle de vie hygiénique? Ils fument rarement, ils boivent peu d'alcool. En ce qui concerne les sans gluten, en fait, je dirais que pour certains, ça leur procure un confort digestif, mais en même temps, ce régime n'est pas dangereux. Pour les gens qui ne consomment pas de produits laitiers, ça peut se compenser quand ils sont adultes. Par contre, chez les enfants, ça se compense pas du tout. Et je cite notamment l'exemple de la croissance. On voit bien qu'en Chine, il y a deux fractions. La Chine du Nord, où on consomme des produits laitiers, où la croissance est normale, il y a peu de fractures du col du fémur. La Chine du Sud, où on ne consomme pas et où il y a 3 fois plus de fractures du col du fémur qu'ailleurs, et avec des enfants qui ont une plus petite taille. Donc ce que vous dites finalement, comme ça, Jean-Michel Cohen en passant, c'est que finalement toutes ces intolérances alimentaires dont on parle aujourd'hui, notamment le sans gluten, le sans lait, etc., elles sont peut-être un petit peu inventées. En tout cas, pour une partie, il y a peut-être moins de personnes qui sont victimes de ces intolérances. Ça, c'est démontré. On sait qu'on a un taux de maladie cœliaque, c'est-à-dire les gens qui sont intolérants au gluten, qui est relativement faible, qui ne dépasse pas les 5-6% aujourd'hui. On a par contre 20% des gens aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, qui consomment sans gluten. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il y a un effet placebo, et que deuxièmement, il y a un effet digestif, mais on n'est pas certain que ça soit l'élimination du gluten. C'est simplement l'élimination d'une partie du volume des aliments, et peut-être des aliments dont la putréfaction se fait moins bien qu'auparavant. Vous parliez des États-Unis. Il y en a d'autres qui s'élèvent un petit peu comme vous contre ces nouvelles religions alimentaires ou ces sans ou ces intolérances alimentaires, notamment le chef Alain Ducasse. Je lisais dans la presse. Aux États-Unis, sur une tablée de 5 couverts, au moins 2 vont signaler une allergie, une intolérance ou un régime spécifique. Au Meurice, donc dans son palace parisien, 1 à 2 personnes sur 40 sont concernées. Oui, désormais, dans la plupart des palaces, on a du pain sans gluten. Le chef a l'habitude de préparer des aliments sans lait, mais la plupart des gens qui font ça, en tout cas la majorité des gens qui demandent ça, n'ont pas les problèmes que certains ont vraiment. Je conteste pas du tout que certains puissent avoir une intolérance au lactose, une allergie à la caséine ou une vraie maladie cœliaque. Mais il y a plus de gens qui font ça que la réalité des choses. Et après, il faut se questionner, et c'est l'enquête que j'ai menée dans ce livre. Ça veut dire essayer de savoir, qu'est-ce que ça apporte comme bienfait, en dehors de choisir si on le fait ou non. 2, qu'est-ce que ça apporte comme inconvénient. Et troisièmement, qu'est-ce que ça va signifier sur le plan de la collectivité, et notamment en termes d'angoisse. Parce que ce dont on se rend compte, regardez l'histoire du saumon, par exemple. Il y a quelques temps, il y a eu quelques reportages sur le saumon. Les gens ont arrêté de consommer le saumon. Il n'était pas plus pollué par le mercure. C'est vrai que les crises sanitaires, ça n'aide pas non plus. Il suffit d'une crise sanitaire sur un produit et on n'a plus envie d'en manger. C'est logique. Je rappelle quand même qu'on n'a jamais atteint un niveau de sécurité sanitaire comme on l'a à l'heure actuelle. Je rappelle
également que ces crises ne sont pas récentes. En 1795, Lavoisier explique d'où vient la colique du Poitou, qui est en fait simplement une intoxication au zinc. Donc, mais à l'époque, on attend qu'il y ait beaucoup de gens malades pour en faire tout un plat, si je puis me permettre. Aujourd'hui, si vous avez un beefsteak haché contaminé, vous avez toutes les chaînes de télévision et qui vont dire que le beefsteak haché est contaminé, ce qui aura pour effet de faire arrêter le beefsteak haché à tout le monde. Alors effectivement, on disait les sans gluten, les sans lait, les végétariens, il y a les crudivores, les flexivores, hein, parfois on va très loin. Et les locavores. Et les locavores. Alors ça c'est encore autre chose, effectivement. Mais Jean-Michel Cohen, à votre avis, quels sont les aliments dont on peut se passer aujourd'hui? Parce que tous ces gens, c'est des sans quelque chose. En fait, on peut se passer de rien. Philosophiquement et biologiquement parlant, l'homme est un omnivore. C'est-à-dire, même quand vous remontez à la Bible, on a été construit pour manger un peu de chaque chose de tout notre environnement. Donc en réalité, la vraie bonne alimentation, c'est quelqu'un qui va varier le plus possible et consommer tout ce qui est autour de lui. Éliminer les aliments n'a pas beaucoup d'intérêt. Les choisir n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Les consignes qu'on a données au grand public, comme les 5 fruits et légumes, étaient excessives. La vraie consigne, c'était 400 grammes de fruits et légumes par jour en les variant. Par contre, on a laissé tomber les autres consignes qui étaient manger un peu de produits céréaliers, manger 2 ou 3 produits laitiers par jour, essayer de manger du poisson 2 fois par semaine. Là, ça devient compliqué, effectivement. Déjà, les gens sont perdus, en fait. Il y a trop de messages. Il y a trop d'informations d'un côté, les blogs, que sais-je, toutes ces informations qu'on a par Internet. Même dans la presse, on a l'impression que la nutrition, c'est quand même pas une science exacte. Non, c'est pas une science exacte, d'autant plus qu'elle évolue en permanence. Ça veut dire que chaque semaine et chaque mois, on trouve de nouvelles choses. Le problème, c'est que est-ce qu'on peut manger mathématiquement? Donc, on se guide vers une société qui aura 2 choix possibles. On aura d'un côté les hommes robots qui vont manger des boîtes qui contiennent tout ce qu'il faut pour vivre le plus longtemps possible, et de l'autre côté ceux qui voudront manger naturel, uniquement des choses qui ont touché absolument aucun produit de synthèse. La difficulté, c'est que malgré tout ça, c'est vrai que les gens vivent plus longtemps, mais en moins bonne santé. Alors il faut compter sur l'évolution des choses pour se dire, avoir un tempérament optimiste, que la transmission, finalement, c'est peut-être le vecteur le plus important. Quand on vous apprend à manger, vos parents, ils vous ont appris à manger en fonction de vos gènes, puisque vous êtes issus d'eux-mêmes, mais aussi de l'endroit dont vous êtes. Donc chacun de nous a une carte d'identité alimentaire, et je pense que la transmission alimentaire, c'est un très bon critère. Alors sur ces questions, prenons le lait par exemple. Vous dites non, le lait c'est pas si mauvais que ça. Quel est le pouvoir des lobbies agroalimentaires? On sent quand même qu'ils sont derrière. Quand vous dites à un moment donné, on pousse à manger des fruits et légumes, à un moment donné, on dit mais non, le lait c'est pas si mauvais, la viande. Pareil. Ils sont pareils pour tous. Ils sont pareils pour tous. Ils essayent de faire tourner leur business, que ce soit les produits laitiers, les produits surgelés, mais tout le reste aussi, la voiture, la pharmacie, etc. Après, le pouvoir discriminant, on l'a au travers, de ce qu'on apprend, et deuxièmement, ça valorise encore plus la nature de l'expertise. C'est-à-dire quand il y a des gens qui vous donnent une expertise vraie. Et c'est ce que les gens recherchent à l'heure actuelle. Ils recherchent une parole vraie. Quand j'essaye de raconter les choses, bien sûr, je me fais agresser, à la fois par les lobbies alimentaires qui disent il exagère, mais aussi par certaines catégories, les sans gluten ou les végétariens, qui ne veulent entendre que ce qu'ils entendent. La réalité, elle est beaucoup plus moyenne. Ça veut dire qu'elle est dans la stabilité. Et je rappelle cette notion essentielle. Quand vous êtes en réanimation, vous essayez pas de donner plus de sodium ou de chlore à quelqu'un. Vous essayez de le mettre à l'équilibre. C'est la seule chose qu'on doit essayer de chercher. C'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est l'harmonie de toute l'alimentation. Mais vous-même, je crois que vous avez écrit un ouvrage avec Patrick Serog, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation Nestlé France. Je crois que vous avez travaillé avec Danone. Alors ça aussi, on peut vous le renvoyer quand vous dites le lait, c'est pas si mauvais, il faut quand même... Je regrette de vous dire que ce sont des interprétations. Je ne travaille pour aucune marque. Et en ce qui concerne Danone, j'ai simplement accepté qu'il paye un site pour pouvoir le rendre gratuit au public. Mais je ne fais jamais la promotion d'un produit. Quant à Patrick, il conseille la Fondation Nestlé. Mais ça, c'est toujours la même chose. On nous renvoie à la tête des choses fausses et pour dénoncer une espèce de complot. Il n'y a pas de complot du tout. Quand il y a une vérité, je suis obligé de la dire. Empêcher les gens de systématiquement stigmatiser les produits laitiers, c'est un acte médical. Tous les pédiatres sont d'accord avec moi. Empêcher les gens de manger des produits dans lesquels on a fabriqué du fromage avec des matières grasses végétales et des produits laitiers et des arômes, c'est médical de raconter la vérité. Mon rôle, c'est pas de conseiller les gens. Mon rôle, c'est d'exposer les choses. Après, à chacun de faire son choix. En revanche, ce que vous dites, Jean-Michel Cohen, c'est qu'il y a quand même du business derrière tout ça. Du business où les industries vont devoir s'adapter. Par exemple, si je prends sur le lait, on réclamait l'éviction, on dénonçait de soi-disant effets nocifs
initiative sans études sérieuses, c'est courir le risque de faire plier le genou à une filière essentielle et vaste impliquant aussi bien l'artisanat que l'industrie dont les méthodes sont pourtant antinomiques. Vous prenez l'exemple de l'industrie laitière, mais l'industrie laitière, c'est pas Nestlé, Danone et Yoplait. L'industrie laitière, c'est tous les cultivateurs français, les petits éleveurs qui ont une vingtaine ou une trentaine de vaches, qui les vendent à ces gens qui les achètent, qui en ont trop. Et je vous signale d'ailleurs que le prix du lait va monter dans les années à venir parce que justement à cause de ce que j'ai raconté sur la Chine, les pays asiatiques importent les laits européens pour en avoir pour eux parce qu'ils en ont pas assez, ce qui fera monter le prix du lait et par effet de capillarité, ça fera monter les produits en France. Donc c'est pas l'industriel là-dedans qui est au cœur du problème, c'est toute une filière. Oui, mais par rapport, par exemple, au sans gluten, vous en parliez tout à l'heure, comme la grande distribution s'est mis dans la filière bio, exactement, là c'est pareil, on sent que chacun va trouver aussi... L'appétit du sans gluten, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un segment de marché, ça veut dire des gens qui vont inventer des produits sans gluten et ça va avoir une valeur ajoutée beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on va vendre un pain sans gluten 4 fois le prix du pain normal, donc l'industriel est content parce qu'il a une marge qui est supérieure. C'est la même chose pour les produits sans lait. On s'est mis à vendre du lait de soja ou du lait d'amande. Vous avez déjà vu une pousse de soja allaiter un enfant? C'est impossible. C'est du marketing, c'est du jus de soja et on tente de le faire remplacer, de remplacer le lait avec ça en y mettant un peu de calcium en plus. Mais on n'est pas dans l'équilibre alimentaire réel parce que la protéine de bonne qualité biologique, c'est soit le blanc de l'œuf, soit le lait. Donc moi, je suis désolé de dire ça. C'est pas parce que quelqu'un va m'accuser d'être dans le lobbying que je dois refuser de dire ce qu'est la vérité. N'empêche que du coup, les industries agroalimentaires doivent se réinventer, se réinventent aussi. Est-ce que c'est pas aussi elles qui poussent finalement une fois qu'on se dit j'ai peut-être une intolérance au gluten et que assez facilement on trouve les produits sans gluten, finalement c'est la machine qui se met en route. Mais bien sûr, complètement. Il va y avoir un intérêt évident aux industries de l'alimentation de pousser en avant tous ces produits simplement parce que la marge sur ces produits va être plus forte. Et donc eux seront beaucoup plus complices de cette mode qui s'est créée de façon sur le mode de l'opinion que d'une réalité scientifique. Et résultat, ça affaiblira le pouvoir d'achat des gens sans avoir un réel argument santé. Vous avez évoqué le bio. Désormais, dans un magasin, on a l'impression que tout est vert. Ça veut dire vous avez des manchons de poulet bio et au-dessus, vous avez des manchons de poulet d'un distributeur qui sont verts mais qui sont pas bio. Et la main va se guider vers le vert et en fait, on va se faire avoir comme ça. Donc c'est pour ça que le bio, c'était intéressant pour l'écologie et je regrette d'ailleurs que les écologistes n'aient pas compris que mettre l'argument santé en avant était dangereux pour eux. C'est intéressant pour la planète, pour l'environnement, pour les générations futures. Sur le plan de la santé, désolé, nous n'avons aucune preuve scientifique de l'intérêt du bio. Alors quand je dis ça, ça fait un scandale, mais moi je répète ce que j'ai dit dans d'autres endroits. Le bio, c'est une connerie utile. C'est utile parce que ça protège notre planète. C'est une connerie parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on n'aura pas de cancer parce qu'on a mangé bio ou qu'on vivra plus longtemps parce qu'on a mangé bio. C'est meilleur à manger quand c'est bon. Et quand c'est pas bon, c'est pas bon. Alors ce que vous disiez tout à l'heure sur les palaces, effectivement, je reviens sur Alain Ducasse. Au Louis XV à Monaco, il travaille sur du pain sans gluten. Pour la réouverture du Plaza, il y aura un menu avec très peu de protéines animales. Dans la chocolaterie, il propose beaucoup de produits sans sucre. Ne parlons pas d'Yannick Aleno et ses menus locavores, je ne sais plus lequel avec ses produits bio. On sent véritablement que là, il y a du business à faire aussi. Mais ils s'engouffrent toujours dans les marchés de la même façon qu'à un moment donné, les gens ont été acheter des biscuits diététiques, ce qui a créé des marques d'aliments diététiques qui n'étaient pas plus diététiques que le reste parce qu'on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire diététique pour les non-professionnels. Ça a créé un nouveau segment de marché. Et bien sûr, c'est l'intérêt de l'industrie alimentaire. Mais moi, j'ai pris une très bonne leçon chez Walmart aux États-Unis quand le vice-président m'a dit « Jean-Michel, tout ce que vous faites, c'est absolument génial. On va séparer les deux métiers. Nous, on est là pour vendre. Notre métier, c'est de vendre ce que les gens veulent acheter. Et vous, s'ils sont malades, votre métier, c'est de les guérir. Mais ne mélangeons pas les deux. Mon travail, c'est de vendre. » Votre travail, c'est aussi d'intervenir un peu en amont, pas forcément de les guérir. C'est juste aussi de la prévention quand on est dans la nutrition. Mon travail d'abord, c'est ma liberté de dire et d'écrire, ça suscite les débats. Et la deuxième chose, c'est comme je connais un peu mon métier, c'est d'exposer les choses. Vous verrez si vous lisez le livre que j'ai pas de parti pris. Ça veut dire je dis pas attention, arrêtez ça, attention. Oui, c'est ça. J'ai lu votre ouvrage. Effectivement, vous expliquez le pour, le contre et pourquoi. Et après, je donne une autre explication. Je dis qu'on est dans une société de la performance où on tente de vivre plus vieux en utilisant toutes les ressources qu'on a, mais qu'au bout du compte, on devient un peu névrotique, ça veut dire qu'on a peur de la mort et qu'on essaie de la repousser. Ça. Alors j'ai vu qu'il y avait l'orthorexie du coup qui sortait, la quête frénétique d'une hygiène alimentaire parfaite. Oui, c'est ça.
Ben, on est en plein là-dedans. C'est le contrôle alimentaire. Alors, est-ce que c'est une maladie? Moi, je pense que c'est plus simplement un état névrotique collectif, c'est-à-dire une névrose collective. Tout le monde a peur de l'alimentation et chacun essaye de se protéger. Ben, c'était les fameux élixirs de jouvence, c'était les potions que les sorciers donnent de temps en temps. Voilà, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on les fait nous-mêmes. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Du coup, en tant que nutritionniste, je suis obligé de vous poser la question, vous êtes plutôt gastro ou bistrot? Ça dépend des moments. Je suis gastro quand je peux et bistrot parce que j'aime. Est-ce que vous auriez une petite adresse à nous conseiller sur Paris? Les bistrots, je vais chez Constant aux Cocottes. Et les gastros, je vais chez mon copain Thierry Marx qui me fait toujours des petits plats sur mesure. Ah bah parfait. Vous êtes plutôt musée d'Orsay ou centre Pompidou? Musée d'Orsay. Vous êtes plutôt Seine ou canal Saint-Martin? Je serais plutôt canal Saint-Martin, mais j'habite loin de là-bas, donc c'est un peu compliqué. Allez, dernière question. Qu'y a-t-il de l'autre côté du périphérique? D'ici, là? Oui. Paris. Alors oui, c'est vrai que nous, on est à la limite. Alors si on se met à l'intérieur de Paris et qu'on se dit de l'autre côté du périphérique. Eh bien, il y a le parc des expositions, si je crois bien. Oui, porte de Versailles. Livre, oui. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Je rappelle votre dernier ouvrage, Les nouvelles religions alimentaires. Et ça vient de sortir chez Flammarion. Merci beaucoup à vous. Allez, nous, on poursuit notre petite balade dans Paris et justement de l'autre côté du périphérique, puisque le 7 avril partira du Grand Palais le Tour Auto Optique 2000. C'est la plus ancienne course automobile française, mais les préparatifs se font en banlieue parisienne. 250 bolides vintage à préparer. Tous les coureurs seront habillés par Alain Figaret. D'ailleurs, le patron d'Alain Figaret, Ludovic Leboeuf, participe à la compétition. Alex Fenwick est allé le rencontrer. Nous sommes à l'atelier qui prépare ma voiture pour le Tour Auto Optique 2000 de cette année. C'est au volant de cette Jaguar de 1962 que Ludovic Leboeuf s'apprête à courir le Tour Auto pour la 5e fois. Elle paraît flambant neuve et pourtant. On l'a récupérée en pièces détachées, c'est un joli Pulse et je crois que j'ai fait la plus grande folie de ma vie. Parce qu'on m'a dit c'est formidable, elle est complète. Donc il y avait une coque nue et des caisses en plastique avec des pièces rouillées à l'intérieur. Pour reconstruire le bolide avec ses pièces d'origine, 1000 heures de travail ont été nécessaires à l'atelier 46. Avec environ 300 chevaux sous le capot, Ludovic Leboeuf a réalisé son rêve d'enfant. C'est les voitures qu'on a connues quand on était tout petit et que moi j'ai poussé sur la moquette de ma chambre. Voilà, donc c'est vivre un rêve éveillé sur une épreuve qui est absolument magnifique avec des voitures qui sont plus des objets d'art que des automobiles. Au programme du Tour, des circuits et des sprints de 8 km au cœur des campagnes françaises. Des épreuves qui font monter la pression. On navigue à vue, notre copilote a un rudiment de roadbook qui nous indique simplement les dangers principaux. Et c'est un énorme stress, beaucoup d'adrénaline parce que ça va relativement vite. Et en général, quand on passe la ligne d'arrivée, il y a un grand soulagement. Et moi, en général, je crie dans la voiture parce que voilà, ça s'est bien passé. Et pour que tout se passe bien, c'est tout l'atelier qui part avec les coureurs. Au total, il faudra veiller sur 9 voitures, 2 heures d'assistance technique chaque soir, mais aussi soutien moral, comme nous l'explique Gaël Régent, le directeur de l'atelier 46. C'est un double métier. Il y a un métier où on soigne la mécanique, mais il y a peut-être un métier où on soigne un peu le pilote. Ils ont tous le couteau entre les dents. Voilà, faut qu'on jongle entre le pilote qui veut aller très vite, mais le temporiser aussi en lui disant voilà, c'est une course qui est longue. Et sortir à la première spéciale, la course s'arrête. Comme l'année dernière où Ludovic Leboeuf avait rencontré un buisson dans un virage un peu serré. Cette fois-ci, il espère pouvoir franchir la ligne d'arrivée avec ses 500 camarades, tous habillés de la tenue qu'il a spécialement créée pour l'événement.